Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist qui clôture la saison. Avec moi mon binôme. Salut! Ça faisait longtemps? Cette année, avec toute l'équipe, on aura vu un paquet de films et de séries avec plus de 40 épisodes et 5 hors-série. Et aujourd'hui, on part sur du rétro. Allez, blind test à la bouche. Voilà, on ne se fera pas strike pour des droits d'auteur, mais je pense que vous avez deviné. Pour ceux qui l'ont, c'est un générique cultissime et qui reste en tête. D'ailleurs, si vous voulez l'écouter, le vinyle est sorti cette année, justement. Évidemment, on va parler d'un monument de l'animation japonaise, ressorti sur Netflix durant l'été 2019. Je parle de... Neon Genesis Evangelion. ou Shinseiki Evangelion, littéralement l'évangile du nouveau siècle. Mais on dira plutôt Evangelion, Évangélion, ou plus un Eva. format, voilà. Si c'est ressorti en 2019, dans la réalité c'est carrément rétro, puisque la série d'animation japonaise, qui compte 26 épisodes et des films à la suite, 6 pour être exact, a été diffusée à la télévision japonaise pour la première fois d'octobre 1995, à mars 96, avant d'être diffusée en straight to VHS chez nous en 96. Est-ce que tu l'avais vu à la télé, toi, Jo, quand c'était sorti sur Canal, c'est ça? Oui, moi je l'ai vu sur Canal à l'époque, dans l'émission de... C'était une... Alors à l'époque, c'était... Je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus le nom exact, ça s'appelait Chloé, Cléo, Cléa, un truc comme ça. C'était un personnage féminin animé en 3D de l'époque, et il y avait tous les super animés de l'époque qui passaient, dont Evangelion. Moi, j'ai plutôt connu la diffusion de Gundam Wing sur M6. Dans les années 2000, ils se sont dit, mais en fait, il y a des trucs trop bien au Japon, et ils ont diffusé un peu toutes les séries des années 90 sur les chaînes privées. Donc par la suite sont sortis, donc, comme je le disais, 6 films, dont le dernier qui est encore attendu en France, qui s'est retrouvé à l'affiche des cinémas japonais le 8 mars 2021. Donc vraiment, c'est une série quand même qui a commencé il y a 26 ans, mais qui est encore quand même assez actuelle au Japon. Notons que ce film, c'est une arlésienne. Hein. Tout le monde l'attendait, plus personne n'en parlait, et puis c'est sorti du chapeau comme ça. Hop là, le 4.0 arrive. Ouais, parce qu'on attendait depuis 2012, sachant que tu m'as dit un truc tout à l'heure, c'est que le manga était diffusé... Jusqu'en, si je dis pas de bêtises, jusqu'en 2013, c'était encore publié dans les Jump, dans le Weekly Ace Jump, si je dis pas de bêtises. Pour ce qui est de Netflix, parce que là on parle d'un service de SVOD, donc on peut le trouver en cherchant Evangelion. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouvera pas tout, mais on trouve quand même pas mal de choses, c'est-à-dire la série en 26 épisodes, et les 2 premiers films, donc qui sont The End of Evangelion et Evangelion, entre parenthèses, trou au carré, qui n'est pas une formule de maths à apprendre pour le baccalauréat, mais bien la réédition du film Evangelion, Death and Rebirth. Donc ces 2 films sont vraiment les 2 films qui clôturent la série de base. On vous parlera plus tard pourquoi, sans trop en dire, parce qu'on va vraiment essayer de rien spoiler du tout. Alors, avant de commencer à vous parler de la série, on vous déconseille de regarder cette série avec des jeunes enfants. On n'est pas sur une série tout public, du tout. Je dirais, alors, pour la série en elle-même, moins de 12 minimum, et pour les films, moins de 16. Dans la série, il y a des combats, il y a un petit côté post-apocalyptique, il y a de la vraie violence visuelle à l'écran, il y a du sang, etc. Et dans les films, il y a carrément des sujets carrément un peu sexuels d'aborder. Donc, ouais, non, c'est vraiment pas tout public du tout. Mais sinon, elle parle de quoi cette série? Jo, il a un super résumé, extra résumé. Alors, vraiment, en 2 mots, c'est des mechas, donc des robots géants. Elle est en train de compter les mots. Donc, c'est des robots géants conduits par des enfants qui se battent contre des extraterrestres dans une ville post-apocalyptique reconstruite. En gros, vous prenez Gundam, vous prenez Akira, vous prenez Mazinger Z, donc Goldorak chez nous, vous mettez ça tout dans une boîte, vous mélangez, et il sort Evangelion. Pour ce qui est du résumé un peu plus basé sur vraiment l'histoire de l'univers, parce que c'est vraiment un univers qui est basé sur le nôtre, c'est un peu une uchronie. En l'an 2000, une énorme explosion a lieu en Antarctique. D'après les autorités, c'était une chute d'astéroïdes, et ça a provoqué tout un tas de cataclysmes, un peu à la 2012, vous voyez. Des raz-de-marée, nanani, des tremblements de terre, etc. Et la moitié de l'humanité et quasiment tout ce qu'il y avait sur Terre a été annihilé. 15 ans plus tard, l'humanité a surmonté cet événement tant qu'elle pouvait, qui a été appelé le second impact. Le premier étant l'impact des dinosaures, j'imagine. Enfin bref, 15 ans après, des mystérieuses créatures géantes, genre la taille d'un immeuble, pour vous faire une idée de l'échelle,
appelés donc les Anges, font leur apparition et tentent de détruire Neo Tokyo 3, la nouvelle capitale forteresse du Japon construite après le Second Impact. Pour vous donner une idée, les bâtiments sont sous terre et émergent hors des périodes de troubles. Et dès qu'il y a la sirène qui retentit, ils revont sous terre dans un genre d'immense bunker, mais un bunker de la taille d'un pays, quoi. Et donc pour combattre ces créatures qui s'attaquent à Neo Tokyo, l'organisation secrète NERV a mis au point une arme ultime, rien à voir avec le manga L'arme ultime, l'Evangelion, l'Evangelion ou EVA, un géant anthropoïde dont le pilotage repose sur la capacité du pilote à fusionner entre guillemets avec son mecha. Et parmi ces pilotes, on a Shinji Ikari, 14 ans, qui s'est rendu à Tokyo 3 sur l'invitation de son père, qui en fait est l'instigateur du projet EVA, et qui va se retrouver donc pilote d'un EVA un petit peu comme ça. Et on se rend compte que les pilotes des EVA, ce sont des enfants de 14 ans. Et c'est sur ces enfants que vont reposer littéralement le destin de l'humanité. Évidemment, il n'y a pas que ça, et c'est très difficile parce que je peux pas vous en dire une ligne de plus sans vous spoiler des trucs que vous allez avoir plaisir à découvrir en voyant la série. Donc on va s'arrêter là sur le résumé. Tout simplement, Jo, qu'est-ce que t'en as pensé ? Tout simplement, pas de mon résumé, mais de la série. Eh ben écoutez, pour moi, ça fait partie de mon top 3 des séries que j'ai vues de tous les temps. Avec Dragon Ball et Senseiya. Surtout Senseiya. Je suis un fou amoureux de Senseiya et j'attends que Netflix remette vraiment tout, donc Lost Canvas compris, qui n'est pas canon, mais qui est canon quand même, enfin c'est compliqué. Il y a donc Evangelion qui est dedans, et puis Dragon Ball, parce que Dragon Ball. Mais en fait, c'est une série qui, à l'époque, m'a marqué, parce qu'en fait, c'est quelque chose... Il y a vraiment un avant et un après Evangelion, au niveau de... Enfin, faut voir ça, pour sa culture manga animé, il faut voir Evangelion. C'est vraiment quelque chose à voir. Pour vous donner une idée, alors je vais vous parler un petit peu des inspirations. Evangelion est, au niveau des mechas et au niveau du bestiaire des anges, est énormément inspiré du travail de Gonagai. Gonagai, vous avez peut-être vu passer ça sur Netflix. Gonagai, c'est Devilman, c'est Mazinger Z, Great Mazinger. Disons que c'est... Mazinger, c'est Goldorak. Oui, Goldorak en France. C'est toute l'animation, disons, des années fin 60-70, c'est Gonagai. En grande partie, c'est Gonagai. Et après, c'est très inspiré aussi par un autre travail de Gonagai qui est très difficile à voir aujourd'hui parce que ça a beaucoup vieilli, c'est Violent Jack. Et on trouve donc ces inspirations-là. Pour vous donner une idée, dans le style mecha, au Japon, on dit qu'il y a eu 3 renaissances. La première partie avec les Mazinger, derrière il y a eu la partie avec Gundam, et la 3e renaissance ça a été Evangelion. Ça a transformé le paysage du mecha au Japon et de comment on voyait le mecha et comment on aimait le mecha. Et c'est quelque chose qui a été plurigénérationnel et on est sorti du truc, bon c'est vraiment pour les enfants. Evangelion a vraiment été regardé mais vraiment en masse au Japon et il a été regardé par énormément de gens et même des gens qui justement n'étaient pas otaku. Ça a vraiment été vu par tout le monde, par la ménagère japonaise, par le salaryman, vraiment, ça a touché toutes les classes sociales, justement parce qu'on est dans un animé qui parle de mecha, mais c'est pas les gros robots qui se battent contre les extraterrestres, c'est vraiment profond. On est quand même sur une série qui a été énormément récompensée à l'époque au Japon, hein. Meilleure musique, meilleur animé, meilleur tout. C'est vraiment une série qui a raflé tous les prix. C'est une série qui a eu un succès populaire et un succès critique. Donc elle a tout gagné au Japon à l'époque. Et c'est pour ça, je pense, que le succès est devenu pérenne. On parle d'une série qui a eu plus d'une vingtaine de prix japonais, internationaux, pour certains épisodes, pour son animation, pour son chara-design. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment un des piliers de l'animation japonaise. Mais toi, Alexandra, qu'est-ce que t'en as pensé ? Parce que justement, toi, tu l'as vu bien plus tard et... Alors, j'ai découvert Eva avec une fanfiction écrite par mon cousin, genre en 99-2000, vous voyez. Où Shinji mourait étouffé dans son vomi, dans son entry plug. Bref, un truc affreux. Et à l'époque, je m'y étais vite fait intéresser, mais moi j'étais à fond Gundam Wing. Je le suis toujours un petit peu beaucoup. Et c'est pas une référence en plus qu'elle est là par hasard, parce que c'est un petit peu là où nos références s'opposent avec Jo, parce que Gundam Wing c'est sorti en avril 95, quand Evangelion est sorti en octobre 95. Donc vraiment, on est sur 2 animés
mechas qui sont sortis la même année. Et franchement, à l'époque, je m'étais pas trop intéressée vraiment. Et je l'ai vraiment revu, moi, quand c'est sorti en 2019 sur Netflix. Alors, après, c'est un petit peu spécial parce que le rythme est quand même assez lent. Mais l'histoire est vraiment prenante et on a vraiment envie d'en savoir plus. Parce que si on parle de Néon Genesis, si on parle des anges, c'est vraiment qu'il y a quand même toute une partie de l'histoire qui est un petit peu mystique. Ça, c'est pas un giga spoiler, on a le second impact. Il y a vraiment toute cette histoire de fin du monde qui a eu lieu déjà il y a 15 ans. Et pourquoi cette fin du monde ? Est-ce que vraiment les médias ont dit la vérité ? Parce que dès l'épisode 2, on se rend compte que le Nerve influence énormément les médias et dit des mensonges au public pour les protéger aussi. Donc est-ce que le second impact et tout... Moi, dès le début, je me posais des milliards de questions. Pourquoi Shinji, ce mec de 14 ans, son père lui a pas parlé depuis 10 ans, c'est lui qui va piloter l'Eva ? C'est qui cette meuf, Rei Ayagami, qui est là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi des ados de 14 ans ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Je me posais des milliards de questions et puis j'ai adoré le côté un petit peu organisation gouvernementale sur la sécurité qui protège vraiment le peuple et tout ça, d'une menace qui est presque inarrêtable en fait. Parce que dès l'épisode 1, on a l'impression que s'il n'y avait pas les Eva, bah, ce serait fini. Genre on voit des missiles, des avions de chasse et tout qui n'arrivent pas à gérer les anges et tout ça. Et ça rend vraiment la menace écrasante. Et on se dit merde, pourquoi maintenant ? Pourquoi si ? Et moi, je l'avais vraiment adoré. Et puis moi, j'adore les mechas, donc déjà, il y a de la bagarre. Même si c'est pas le centre vraiment du truc. Hein. Mais il y a quand même des jolies scènes de baston. Parce que la bagarre, il y en a. On voit arriver, dès le départ, il y a un ange. Et on se dit, waouh, ça va être un extraterrestre. Mais ils ont une apparence quand même assez méca. Enfin, on se retrouve avec des extraterrestres, avec des bras laser et tout ça, des boucliers extrêmement technologiques. Et là, on se dit, merde, c'est de la technologie, c'est des armes, c'est des extraterrestres, c'est vivant, c'est pas vivant. Et il y a plein de mystères que la série décortique au fur et à mesure, mais il y a le côté où plus on en décortique, plus on en rajoute aussi. C'est le souci de ces séries, c'est qu'il y a un mystère qui s'épaissit pendant qu'on arrive à gratter quelques détails à droite à gauche, et moi j'avais adoré ça. Mais effectivement, pour ceux qui ont vu Gundam Wing, ça fait bizarre de se dire que la même année sont sortis 2 animés où il y a des mecs de 14 ans dans des genres de robots géants qui se battent contre d'autres trucs de taille équivalente. Et en plus, quand on a vu les 2 séries, les musiques, on a l'impression que c'est les mêmes. Je parle pas des génériques qui sont cultissimes, aussi le générique de fin, Fly Me to the Moon, etc. Les musiques d'ambiance, elles sont très années 90 et c'est les mêmes que dans Gundam Wing. Enfin, c'est exactement le même style. On dirait que c'est juste un style de variation de la musique de l'un de l'autre. Et il y a un autre truc qui a pas mal vieilli, je vais pas vous mentir, c'est le chara design. Le chara design, c'est les années 90. La façon de dessiner des personnages, c'est les années 90. Malgré tout, ça reste assez actuel pour les thèmes, parce que d'avoir fait un petit peu une fin du monde, ça a un petit peu remis les compteurs à zéro. Mais c'est rigolo quand on regarde ça en 2021, par exemple, où on se rend compte que y a des villes qui sortent du sol, des mechas, des trucs énormes technologiquement, et que le mec, dans son lit, il écoute un baladeur cassette, et que son PC, il a l'air d'être sous MS-DOS. Par contre, c'est un petit décalage. Mais c'est rigolo, ça fait le charme aussi, ça fait un petit côté un peu vintage de la série, qui est futuriste, mais futuriste de 95 en fait. Chose importante, j'y pense maintenant, notons, et malheureusement, ça allait avec l'époque, on est sur une série qui est en 4 tiers, donc amis réticents du 4 tiers et qui veulent voir des choses étirées, malheureusement, vous allez devoir passer votre chemin ou vous y faire parce qu'on est sur du 4 tiers des années 90. Après, c'est une série qui n'a pas perdu de sa superbe. D'ailleurs, le merchandising le prouve bien, puisque cette année, ils ont ressorti les vinyles avec l'OST. Il y a régulièrement des nouvelles maquettes qui sortent avec les mechas, etc. Il y a toujours des artbooks qui sortent, etc. C'est une série qui reste populaire et qui reste même populaire, même en France. C'est extrêmement facile, même avant la sortie du 6e film, enfin 4.0, c'était extrêmement facile de trouver des maquettes, etc. Donc ça reste quand même quelque chose qui est sur toutes les étagères des vendeurs de manga, etc. C'est encore un truc qui est considéré comme Dragon Ball, peut-être un peu moins populaire, mais comme Naruto, comme tout ça, c'est un des piliers. C'est un peu un des incontournables en fait, que tout le monde connaît même s'il l'a pas vu. On vous parlait du merchandising, mais étant fan, vous imaginez bien qu'il y en a pas mal à la maison. En fait, on parle en tant qu'initié, c'est-à-dire on vous dit tout ce qui est sorti parce qu'on le sait, parce qu'on guette les sorties en fait. Mais ça vieillit bien, mais il y a des trucs qui vieillissent bien et d'autres moins bien dans cette série, mais c'est comme Star Trek en fait. Il y a la série de départ, il y a les séries qui sont sorties après, les films et tout ça,
Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de voir les derniers films qui sont sortis si on n'a pas vu tout le début ? En plus, cet univers est très compliqué, très intriqué, avec beaucoup de points de détail, et je pense que c'est important du coup d'avoir la base de la série pour regarder les films. Après, si vous aimez pas, vous aimez pas, mais je pense que ça peut plaire et aux gens qui aiment les séries de réflexion, et aux gens... Enfin, ça pourrait plaire par exemple aux gens qui ont aimé le côté plein de plot twists dans Game of Thrones. Ça pourrait plaire aux gens qui ont adoré Shingeki no Kyojin, qui est une série actuelle, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pense, qui sont inspirées d'une façon ou d'une autre. Les gens qui aiment les Gundam, mais aussi les gens qui aiment les blockbusters, parce qu'en fait, cette série, c'est un genre de blockbuster, mais japonais, voilà. Donc en animé, parce que les Japonais adorent l'animation, et c'est aussi important que les films en live action, etc. Donc et c'est même moins kitschou des fois, surtout pour ce genre de truc, vaut vraiment mieux l'avoir en animé que d'avoir une prise de risque technique. Si vous avez des live action japonais, normalement vous avez envie de pleurer. Ils sont aussi géniaux en animation que, vous avez déjà vu des Godzilla, je pense, voilà. Mais ça reste toujours mieux le live action que les pièces de théâtre ou les comédies musicales, parce que là, enfin bon, je digresse, trop. Mais essayez de chercher, quand vous aimez bien un animé, la comédie musicale associée, vous allez trouver des trucs excellents. Bref, tout ça pour dire, voilà, cette série, je vous dirais juste, par contre, pour mieux la consommer, si vous la regardez d'une traite, regardez peut-être pas l'épisode 14, enfin vous allez vous en rendre compte assez vite, c'est un filler. C'est une tradition des animés japonais, à mi-saison ou à mi-histoire, de mettre un épisode qui récapitule tout. Alors si vous avez rien compris, c'est pas mal, mais si vous avez bien suivi l'histoire, peut-être passer du 13 au 15. Et en parlant d'épisodes, je vais vous parler des films, mais sans spoiler. En fait, l'épisode 24, donc il restait 2 épisodes après, donc il restait les 25 et 26 derrière, et quand ils ont sorti l'épisode 24 à TV Tokyo, c'est Gainax, c'est ça le studio ? Oui, c'est Studio Gainax. Ils sont arrivés, genre 5 minutes avant la diffusion du truc, ils ont dit voilà l'épisode. 1 heure de grande écoute, hein, c'était diffusé à 18h, un truc de fou. Et en fait, ils sont arrivés avec cet épisode, et donc la chaîne n'a pas eu le temps de le regarder avant de le diffuser. Et en fait, c'est un épisode qui a été très controversé parce qu'il aborde des thèmes très controversés. C'est un épisode qui est extrêmement important dans la série. Il se passe énormément de choses. Sauf que TV Tokyo, ils étaient pas du tout d'accord parce qu'en fait, ils auraient vu l'épisode avant. Il n'y a pas de hasard hein, sur le timing. Ils auraient dit non, en fait, on passe pas ça à 18h. Et ils ont dit vous savez quoi, les storyboards et tout des épisodes 25-26, vous nous les donnez. Et ils ont refait les épisodes 25 et 26. Donc la fin d'Evangelion est extrêmement controversée. Mais aussi justement parce que la fin, ils leur ont dit « Vous faites pas ça », et ils ont exploré d'autres aspects de la série et tout ça, mais la fin a beaucoup déçu les fans. Mais, ils en sont pas restés là, Gainax, ils ont dit « Pas de souci, de toute façon, la fin qu'on avait prévue, elle a été faite, mais pas sous forme d'épisode 25-26, mais sous la forme des films The End et Death and Rebirth, et c'est pour ça que c'est intéressant de les voir, parce que c'est la fin qui était un petit peu plus prévue pour la série, à la base. En fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment et ce qui s'est passé avec Dragon Ball et One Piece. Les séries, elles marchent tellement que les studios, ils peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent et dire maintenant, la série, elle est finie, on s'en fout, on finance, on fait un film, on sait que ça va marcher puisque on a des fans, on a une fanbase énorme et les gens attendent de savoir ce qui se passe vraiment. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des Fukatsu no F et des Battle of God et des Broly et tout ça. Là, il parle évidemment de Dragon Ball pour les non-initiés. Mais après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement que la télé a dit les épisodes 25-26, en fait, je prends les storyboards et je les mets à la poubelle. Et ils ont décidé quand même, la fin, on sent que les fans, ça leur a fait le même effet que la fin de Game of Thrones, par exemple, ou ce genre de truc. Sauf que là, on sait que c'est pas la fin qu'ils voulaient, puisqu'on sait que les storyboards ont été revus. Et on sait que les films explorent la fin qui a été voulue, et que derrière, il y a encore d'autres films. Donc, ça vaut le coup quand même de regarder les épisodes 25 et 26 un peu décevants. Avant d'enchaîner sur les films, ça laisse à vous de juger ce que vous en pensez, ce que ça amène à l'univers, etc. Donc cet épisode 24, qui a été aussi controversé et qui a fait autant râler la chaîne, a quand même été élu meilleur épisode. Il a reçu un prix. Donc c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on voit toujours. Genre, sur le moment, ça fait un drame terrible, mais c'est quand même l'épisode qui a eu le plus de succès critique de toute la série, qui a eu elle-même un succès critique et populaire, ce qu'on a dit, huge. Et c'est une série à théorie, donc d'autant plus une série qui se décline dans tous les sens, et qui s'est déclinée avec les films 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0. Mais de ce que j'ai vu, le film 3.0, dans le titre, il y a 3.0 plus 1.0, et c'est pour ça qu'on l'appelle le film 4.
Donc il y a de quoi explorer. Pour les gens qui ont envie, là c'est l'été, c'est le moment de regarder des films de Japon détruits par des extraterrestres, je trouve. Pas du tout. Évangélion, c'est une inspiration pour tous les autres, en plus. Mais il faut se dire que Évangélion s'est inspiré déjà de choses de l'époque. Comme... Jo, je crois que t'avais recherché, tu m'avais dit pas mal de trucs. Oui, par exemple, un des trucs les plus flagrants, quand on le sait, le personnage de Rey est fortement inspiré par le personnage de Sailor Mars dans Sailor Moon. Et il y a beaucoup d'inspirations de Sailor Moon qui sont intégrées à Evangelion. Mais je vous dis, l'inspiration majeure est quand même le bestiaire de Go Nagai. D'ailleurs, sachez que le nouveau film Sailor Moon est sorti sur Netflix. Bref, peu importe, ce n'est pas le sujet. Et je trouve ça rigolo quand même que déjà, Evangelion fasse des références à d'autres trucs. Enfin, c'est vraiment un pivot. C'est génial. Et moi, je vais vous parler d'un truc, c'est typiquement de la culture weeb, de la culture otaku. Mais la doubleuse, justement, de Rei Ayanami, qui s'est inspirée de Sailor Mars, eh ben, c'est Megumi Hayashibara. Et cette chanteuse et doubleuse est légendaire. Non, vraiment. Déjà, dans Evangelion, elle joue pas que Rei. Elle joue d'autres personnages comme Pen Pen, le pingouin rigolo. Mais elle fait pas mal de personnages super connus. Bon, elle fait, genre, c'est la voix officielle d'Hello Kitty. Mais c'est aussi Ranma-chan dans Ranma 1/2. Dans Pokémon, c'est Jessie et Bulbizarre, et beaucoup d'autres voix. Mais dès le départ, ça a été Jessie et Bulbizarre. Donc dites-vous que dans tous les films, et toute la série, c'est elle. Donc déjà, elle est dans toutes les apparitions de la Team Rocket. Donc en plus, elle est dans Détective Conan où elle joue Ai Haibara, donc qui est un personnage aussi qui est très important. Donc vous l'entendez tout au long de la série. Elle joue Faye Valentine dans Cowboy Bebop. Et la liste est super longue. Je l'arrêterai juste sur moi, le personnage principal de mon animé préféré. Elle joue Paprika dans Paprika. Donc vraiment, vous regardez la liste d'animés entre 86 et maintenant, elle a fait des trucs Elle a fait 1 milliard de rôles. C'est un peu le Christopher Lee du doublage, vous voyez. Et je trouve ça cool qu'en plus dans Evangelion on ait ce personnage qui est un petit peu, pour moi, la doubleuse japonaise. Voilà, elle a quasiment tout fait. Et sa voix est partout. Mais franchement, je trouvais ça cool, voilà, de vous dire que Rei, c'était aussi Jessie, c'était aussi Bulbizarre, c'était aussi pas mal de choses. Voilà, c'était un petit point culture G de Weeb, comme j'aime bien. Voilà. Et Jo, tu me faisais signe. Oui, pour revenir aux inspirations, bon, on est sur du Wikifact. Hein. Donc, bien sûr, ce que je vous disais, donc, tout le travail de Go Nagai. Et il y a aussi beaucoup d'inspiration de Ultraman. On est sur le kaiju, hein, de toute façon. Hein. Donc, le kaiju est le monstre mystérieux, mystique japonais. Donc, en gros... Godzilla King Kong. Voilà. Ouais. Les ennemis de Godzilla. Mais ce qu'on voit aussi chez nous, les Power Rangers, tout ça, tous les méchants, les monstres, quoi. Et on va aussi, et chose beaucoup plus étonnante que je suppose peu de gens savent, Hayao Miyazaki a participé, du moins dans l'idée, à pas mal de décisions autour d'Evangelion et sur le passé du personnage d'Asuka. On est sur quelque chose de très influencé par la culture du monstre japonais. Donc Evangelion, déjà on vous a parlé de la série, mais si vous aimez bien, vous cherchez des petits trucs, hein. Tous les gens qui aiment les Marvel, vous voyez, qui aiment bien voir des trucs à droite à gauche, ben là c'est un petit peu le Weeb Cinematic Universe. Enfin je dis ça comme ça, c'est pas flatteur dit comme ça, mais vous voyez l'idée, c'est des références à des références qu'on a, qui servent de référence, enfin tout le monde pas se copie finalement, mais tout le monde s'inspire les uns des autres et ça donne si on a l'œil partout, franchement, on peut voir plein de trucs qui sont super sympas, quoi. Genre, quand vous allez voir Rei, ceux qui ont vu Sailor Moon, vous allez vous dire, mais ouais, en fait. Voilà. Bref, nous, on est très enthousiastes sur cette série. Si vous n'êtes pas enthousiaste, écoutez-vous le générique, regardez-le, imprégnez-vous, et vous aurez envie de le regarder parce que c'est génial, en fait. Rien que ce générique, il est devenu mythique. Même les gens qui n'ont pas vu la série connaissent le générique, quand même. Pour vous donner une idée, l'orchestre de la marine japonaise, régulièrement, pendant des concerts, joue le thème d'Evangelion. Je sais pas, au bout d'un moment, je sais plus quoi faire pour vous convaincre. Mais en tout cas, sur ce, on va vous laisser lancer le premier épisode, et on se retrouve très bientôt sur Podcut. Pour ma part, chez Gonbe déjà, mais j'ai cru entendre dans les couloirs du label que Watchlist avait encore quelques petites surprises pour vous, donc stay tuned. Ça a déjà été teasé sur Twitter d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui ne le font pas, n'hésitez pas à nous suivre, on est actifs, on donne des news.
Watchlist est donc un podcast du label Podcut. Et cet été, c'est pas parce que c'est les vacances que nous, on s'arrête tous de vous proposer des contenus, donc n'hésitez pas à venir fouiller un petit peu. Et si vous voulez nous donner vos avis ou vos théories, ou même juste nous dire que vous avez aimé ou pas telle série, tel film qu'on a présenté dans le podcast, n'hésitez pas. On est disponible déjà sur les réseaux sociaux et aussi sur le Discord de Podcut. Vous pouvez venir nous parler en direct, il est ouvert au public. Et vous pouvez même nous soutenir via notre Patreon, voilà, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt. Toute l'équipe de Podcut, toute l'équipe de Watchlist, donc bye bye. Johnny.